Bienvenue dans Drapeau Noir et Soleil, le podcast qui revient sur les personnages hauts en couleur et les histoires folles méconnues de notre histoire européenne. Chaque semaine, nous vous lirons un chapitre d'un bouquin qui nous a marqués dans notre parcours militant, suivi d'un débrief avec notre approche légère et sans prise de tête. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Drapeau Noir et Soleil. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est Alfie qui va nous lire le chapitre du jour. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du chapitre ? Alors le chapitre s'appelle, c'est le chapitre 3 et c'est la marche de Ronchy. Et sans vous spoiler, c'est le début de la marche en fait avec les Arditi et Gabriele D'Annunzio en direction de Fiume pour aller la conquérir pacifiquement. Et c'est un peu les préparations, les doutes envers le commandement et la réussite de cette action en fait. C'est ça. Là, dans ce bouquin, je trouve que c'est assez intéressant le parallèle qu'ils font avec une pièce de théâtre parce que Gabriele D'Annunzio, il le présente un peu comme un acteur. Et pour le coup, je trouve que la façon dont les chapitres sont ordonnés, ça fait bien ce truc-là. Donc, tu vois, on présente la situation initiale avec, on parle de la victoire mutilée, etc. Ensuite, on présente D'Annunzio, l'acteur principal. Et puis là, ça y est, là, c'est la scène. On y va vraiment. Ça commence, quoi. Chapitre 3, la marche de Ronchy. Si la Révolution n'est pas un dîner de gala, il arrive parfois qu'elle soit une soirée futuriste où des participants exubérants et impétueux font éruption sur scène, multipliant les outrages, avant que la police n'intervienne. On s'y rend alors en cabriolet. Une Fiat 501 rouge, jet d'encre écarlate tachant la brume. Au loin, le bruissement de l'Adriatique tente vainement de couvrir le borborygme du moteur. La voiture traverse, en cette aube du 12 septembre 1919, un paysage lunaire. L'Istrie offre un visage vérolé de dolines, cavité creusée par la longue érosion de l'eau ou par les crachats des bouches d'artillerie, dont la voix s'est tue il y a quelques mois à peine. Elle s'accroche aux lignes des barbelés ou aux chétifs boquetaux de mélèze qui suturent la plaine. À l'arrière de la voiture, filant à vive allure, les chaos de la route dissimulent les frissons d'une silhouette emmitouflée dans un paletot blanc. On pourrait croire que le poète au teint blême et aux joues creusées cherche l'inspiration en s'abandonnant à l'onirisme des lieux. Mais c'est à l'héroïsme que Gabriele D'Annunzio doit sacrifier ses fulgurances. Il est trop pressé pour rêver et s'impatiente de rallier celle qui s'est promis de conquérir. De la forge de son crâne parfaitement lisse, il façonne les mots qui sont autant d'armes. D'Annunzio aime d'une passion égale faire l'amour et la guerre. L'excitation de la vitesse et du but, dont il s'approche de plus en plus, rend inextricables les réelles causes de son état hanté par la fébrilité. Cela ne l'empêchera pas de se présenter à son rendez-vous en faisant honneur à sa réputation de dandy. Par excentricité, il a choisi de chausser son nez proéminent des lunettes d'aviateur, si souvent endossées ces dernières années. Par élégance, il a opté pour la seule tunique ici à l'événement, son uniforme des lanciers de Novare, au col immaculé, sur une veste gabardine et des pantalons de cavalier gris-vert terminés de bottes en cuir. Une tenue qui épouse parfaitement son gore gracile, malgré ses 56 ans, et sur laquelle on peut lire ses états de service, ceux d'un héros de guerre, car le poète est soldat. Sur sa poitrine, épinglée près du cœur, s'alignent les décorations courageusement glanées au cours du premier conflit mondial. Une médaille d'or, 3 d'argent, 2 de bronze, 2 ordres militaires de la maison de Savoie, 3 croix de l'insigne du mérite et celui d'honneur de mutilé, pour avoir laissé un œil au cours d'une action. Sur les revers des manches sont cousus les grades de lieutenant-colonel, tandis que son képi, à la place du numéro de son régiment, est orné d'une hélice bipale, un insigne évoquant sa gloire de chevalier des airs. Mais en cet instant, sur cette route d'Istrie, Gabriele D'Annunzio incarne un condottiere qui, à la tête d'une colonne de mercenaires, fonce sur la ville de Fiume pour s'en emparer. En jetant un coup de son seul œil valide derrière son épaule, il peut contempler le cortège disparate qui s'égaye dans la poussière soulevée par les 35 camions Fiat 15, file de scarabées noirs brinque-ballés par l'enthousiasme des hommes en armes, reprenant régulièrement leur souffle pour affronter une montée et entonner en chœur. Depuis 17 jours, ils ne font que conspirer avec D'Annunzio. Ils veulent revenir à Fiume, don,
au son de la cloche. C'est la marche de Ronchy, la bourgade d'où la mélopée a été lancée. Si la modestie du nom ne flatte pas la légendaire mégalomanie de D'Annunzio, ce dernier ne peut demeurer insensible à son formidable pouvoir évocateur qui en fait l'égal à la fois de Jeanne d'Arc, de Napoléon et du Cid. Car l'événement tient du voyage à Chinon de la Pucelle, avec l'invocation d'une cause divine et du vol de l'aigle, avec le rallument, sans coup férir, des soldats chargés de l'arrêter, sans oublier la célèbre réplique de Don Rodrigue qui s'applique comme un gant de duel que le dramaturge guerrier jette à la face des alliés. Sous moi donc cette troupe s'avance, et porte sur le front une mâle assurance. Nous partîmes 500, mais par un prompt renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant au port. Voilà ce qu'il peut réciter, en amendant légèrement les effectifs qui passent des 186 hommes au début du coup de force, aux 2500 qui arrivent avec lui sous les portes de Fiume. Avant de quitter, le 11 septembre 1919 à 13h30, la maison qu'il occupe à Venise, D'Annunzio prend le temps de faire parvenir à Mussolini un télégramme. « Mon cher camarade, les dés sont jetés. Je pars maintenant. Demain matin, je prendrai Fiume avec les armes. Que le Dieu d'Italie nous assiste. Je me lève fiévreux de mon lit. Mais il n'est pas possible de différer. Encore une fois, l'esprit dominera la chair misérable. Soutenez la cause vigoureusement durant le conflit. Je vous embrasse. » Ces fameux dés du destin, c'est une troupe de 7 officiers déserteurs de l'armée italienne qui les jette sur la table d'une osteria de Ronchy, près de Trieste, une semaine auparavant. La grosse bourgade aux confins nord-est de la péninsule est trop insignifiante pour que l'histoire y dresse ses tréteaux, malgré le passage fugace de certains de ses acteurs. Sur la place, une stèle discrète rappelle l'arrestation en 1882 du nationaliste italien Guglielmo Orban avant sa condamnation à mort par la justice autrichienne qui en fit un martyr de la cause irrédentiste. Quant à l'école, transformée pendant le dernier conflit en hôpital, un certain Bersaglier, gravement blessé, du nom de Benito Mussolini, y avait séjourné de février à avril 1917. En cette fin d'été 1919, c'est un bataillon de grenadiers de Sardaigne, en provenance de Fiume, qui a installé ses quartiers. Rappelé le 24 août à Rome, ils vivent ce retour comme une retraite honteuse et ce départ comme un abandon de poste. Pour eux, leurs chefs leur ont déjà donné l'exemple d'une désertion symbolique et n'ont pas hésité à renier la parole donnée à Fiume d'assurer son rattachement à l'Italie. De la traîtrise à l'égard d'une ville à la trahison vis-à-vis de la patrie, il n'y a qu'un pas, redoutent-ils. En lisant les journaux du 26 août, ils sont désormais convaincus que le gouvernement l'a franchi. Celui-ci ordonne l'évacuation des troupes italiennes de Fiume. Des policiers maltais y seront prochainement dépêchés pour assurer l'ordre public et la bonne exécution des traités de paix. L'indignation, pas plus que le courage ne manque. Mais un chef, oui, pour que la révolte de sentiments se transforme en action. Le porte-parole et le porte-drapeau de leur cause existent pourtant. Un poète, héros du ciel et de la mer, que le Conseil national de Fiume a supplié en avril 1917 de mettre fin à ces atermoiements. C'est ce que réclame une énième fois ce message, daté du 28 août, où les grenadiers adoptent les plus vifs accents pour dépeindre au poète le frémissement de l'enthousiasme patriotique qui a envahi le cœur du peuple de Fiume. La ville a été saisie d'un délire de passion italique lorsque leur régiment a dû se résoudre à se retirer avec armes et bagages. Hommes, femmes, enfants, vieillards les ont suppliés de ne pas les abandonner. Eux seront fidèles à leur serment. Fiume ou la mort. Mais, vous ne faites rien pour Fiume, le provoque-t-il. Vous qui avez dans vos mains l'Italie entière, la grande, noble, généreuse Italie. Vous ne la tirerez pas de la léthargie dans laquelle elle est tombée ces derniers temps? Faites-le. C'est votre devoir de le faire. C'est votre devoir de rappeler aux Italiens qu'ils ont combattu pour un idéal beau et grand, pour la liberté. C'est votre devoir de fouetter les esprits sournois et lâches de quelques hommes qui veulent endormir l'Italie. Elle n'est pas achevée. Dans un ultime effort, nous la parachèverons. Nous sommes quelques-uns à vous adresser cet appel. Ne l'interprétez pas comme la manifestation d'esprits exaltés et turbulents. Avec nous, il y a une phalange d'hommes prêts à tout. Avec nous, il y a tous ceux qui ont un cœur, une volonté, une âme noble et généreuse. Vous serez avec nous, vous serez avec nos frères de Fiume. Nous faisons appel à votre pure foi de grand Italien. Et nous comptons sur votre rapide et puissante aide. Au bas de la lettre,
s'étirent les signatures des lieutenants Riccardo Frassetto et Vittorio Rusconi, ainsi que celles des sous-lieutenants Claudio Granjaquet, Enrico Brichetti, Attilio Adami, Lamberto Ciatti et Rodolfo Ciancetti. 3 jours plus tard, dans la chambre vide que ce dernier occupe dans une osteria du centre de la ville, les conjurés de Ronchi improvisent un petit hôtel avec des drapeaux et des poignards d'Arditi, ces soldats des unités d'assaut de l'armée italienne. Au nom de tous les morts pour l'unité d'Italie, je jure d'être fidèle à la cause sainte de Fiume et de ne jamais permettre par tous les moyens que soit niée l'annexion complète et inconditionnelle à l'Italie. Je jure d'être fidèle à la devise « Fiume ou la mort ». N'étaient les uniformes qu'endossent ces jeunes officiers aux mines graves, la main sur le cœur et l'autre sur un poignard. On se croirait revenu aux plus belles heures du carbonarisme. Il s'en serait fallu de peu pour que les 7 conjurés de Ronchi ne connissent le même sort que les 4 sergents de La Rochelle. Car si leur détermination est inébranlable, leurs intentions n'ont rien de secret, et le seul en mesure de les concrétiser tergiverse. Dans la Casetta Rossa à Venise, où D'Annunzio s'est retiré, les visites et les télégrammes se succèdent pour que celui qui s'est déclaré, décidé à tout oser pour la cause adriatique, lui sacrifie toute l'audace dont il est capable. Au soupçon de coup d'État qu'il entendait mener, n'a-t-il pas opposé ce cinglant démenti ? Ardisco non ardisco. J'ose, je n'ourdis pas. Pour l'instant, il observe ses interlocuteurs en provenance de Fiume qui se pressent dans son bureau. Les télégrammes à la teneur identique qui s'y amoncellent. Nous nous adressons au seul duce du peuple italien, résolu et intrépide. Commandez-nous, nous sommes prêts. Lui aussi, mais il ne sait pas encore pourquoi. La puanteur de la paix, qu'il respirait à l'approche de l'armistice, l'avait plongé dans un état proche de la prostration. Il avait besoin de la chasser en laissant pénétrer de nouveau le grand air de l'aventure de sa vie. Mais lequel ? Celui du grand large, imitant l'expédition des 1000 de Giuseppe Garibaldi, au cours de laquelle le héros des 2 mondes avait débarqué en Sicile et conquis un royaume à la tête d'un maigre corps de volontaires, ou bien celui des hauteurs pour se dépasser lui-même. Le raid sur Vienne, le 9 août 1918, l'avait fait entrer dans la légende de l'aviation italienne. Pourquoi ne pas accomplir la traversée aérienne Rome-Tokyo, projet évoqué avec le poète japonais Haruki Shishimura, enrôlé dans une unité d'Arditi et qui enseignait le karaté à ses hommes. Mais l'insistance et l'enthousiasme des conjurés de Ronchi peinent à convaincre ses hésitations. Le 5 septembre, Claudio Granjaquet se rend à Venise et le supplie de cesser ses atermoiements. Le poète soldat assure qu'il prendra le commandement de leur expédition. D'ici 2 jours, il sera parmi eux pour élaborer un plan. Les 7 conjurés se postent inutilement sur la route pour accueillir leur héros. Après plusieurs heures d'attente, il rentre à Ronchi pour trouver un télégramme les informant qu'il a dû différer son arrivée, mais qu'il sera présent le lendemain. La justification est implacable. Le général Francesco Saverio Grazioli, commandant du corps interallié d'occupation de Fiume, lui avait rendu visite. Impatients et désireux de passer à l'action, les conjurés dépêchent alors à Venise l'un d'entre eux, Riccardo Frassetto, chargé de revenir avec l'homme, pas avec ses promesses. Le lundi 8 septembre, Frassetto pénètre à 8 heures précises dans le salon de D'Annunzio, dont les fenêtres donnent sur le Grand Canal. L'exposé de la situation politique et militaire de Fiume, délivré la veille par le général Grazioli, a définitivement vaincu ses dernières réserves. La détermination du lieutenant Frassetto arrache son adhésion. « Commandant, à Ronchi, il y a un bataillon d'hommes en effervescence. Leurs officiers ne sont qu'à moins de 2 kilomètres à Monfalcone. La moindre indiscrétion peut tout compromettre. De combien de temps disposons-nous pour agir, selon vous ? 48 heures maximum. » Face à la perplexité qui gagne subitement D'Annunzio, Frassetto craint que tout ne soit définitivement perdu. « Quelque chose ne va pas, commandant ? Eh bien, voyez-vous, je suis superstitieux et je crois à la redoutable chance de certaines dates que je ne peux pas oublier. Après-demain, nous serons le 10 septembre. Il faudra reporter l'action au 11, le jour de Butari. À votre disposition, commandant. Et en cas de résistance de la part des Alliés, nous ouvrirons le feu, commandant. La réplique provoque l'explosion sonore du rire de Gabriele D'Annunzio, qui reprend aussitôt son sérieux. Partez pour Ronchi. Je mets à votre disposition mon automobile. Jeudi, j'y serai pour partir vers le grand destin. Allez à Fiume, annoncez à Host Venturi que nous pénétrerons dans la ville aux premières heures du 12 septembre. Soyez de nouveau ici le 10 au soir.
À son retour, Fracetto trouve le poète au lit, terrassé par la fièvre. « Ne vous inquiétez pas pour moi, lâche-t-il sèchement. Demain, par tous les moyens, je serai à mon poste. » Le spectacle peut enfin commencer. Dans sa tragédie en 5 actes, La ville morte, Gabriele D'Annunzio rivalisait avec le théâtre antique grec. Le drame héroïque qu'il s'apprête à monter sur la scène de Fiume, baptisé La Cité de Vie, défie cette fois la politique italienne et européenne. La scène d'exposition a déjà été jouée à la Conférence de la Paix à Paris et les 3 coups ont déjà été frappés au mois de juillet avec 3 échauffourées violentes à Fiume entre les troupes italiennes et françaises. À l'aube du 11 septembre 1919, ce n'est pas simplement un lever de soleil auquel Gabriele D'Annunzio assiste, mais un lever de rideau. Notre divo ne peut évidemment pas se contenter du second rôle, et c'est le personnage de Napoléon qui l'incarnera. Celui du vol de l'Aigle, s'échappant de l'île d'Elbe avec quelques compagnons, et qui, en 3 semaines, reconquiert son empire au nez et à la barbe des nouveaux maîtres de l'Europe réunis en congrès à Vienne. L'Italien ne doit pas franchir près de 1000 km pour atteindre son but, mais seulement les 120 qui séparent Ronchi de Fiume. Il pourra cependant s'enorgueillir plus tard d'avoir fait vivre son épopée pendant 500 jours, 5 fois plus que celle de son illustre prédécesseur. Napoléon avait embarqué sur le brick l'Inconstant, un nom qui aurait parfaitement convenu au canot à moteur sur lequel monte en fin de matinée le poète-soldat pour rallier Mestre, la banlieue de Venise. À son bord, le jeune lieutenant Guido Keller, as de l'aviation aux prouesses tout aussi légendaires que ses extravagances durant le conflit. Il les déploiera bientôt à Fiume, où elles connaîtront un nouvel éclat. Gabriele n'a pour l'instant de commandante que l'uniforme des lanciers de Novare. Avant d'être un homme d'action, il est un homme de goût, et l'espace exigu de l'embarcation n'est pas occupé par d'autres conjurés en armes, mais par de volumineux bagages, essentiellement des vêtements auxquels il lui est impossible de renoncer. Ils prendront place dans sa Fiat décapotable couleur carmin, qu'il attend à Mestre avec son chauffeur Giacomo Basso, le lieutenant Riccardo Fracetto et son ordonnance Italo Rossignoli. La portière est ornée d'un écusson représentant une Madone de Lorette, dessinée par le peintre Marussighe, tandis que, sur le capot, flotte son fanion bleu d'aviateur piqué des 7 étoiles de la Grande Ourse. Les factieux ne pourront pourtant pas compter sur les habitants des cieux, quels qu'ils soient, qui se désintéressent dans un premier temps de leur cause. Le coup d'envoi de l'expédition doit être donné autour de minuit, une fois que la poignée de soldats rebelles sera chargée sur la 40aine de camions que le directeur du dépôt tout proche de Palmanova a promis de mettre à leur disposition. Peu avant l'heure fatidique, D'Annunzio émerge d'un repos fiévreux et agité. Son appréhension sur les risques encourus en poussant à la sédition des militaires grandit. Ses cauchemars de gémonie sont finalement vaincus par des rêves de gloire. Mais, prêt à embarquer, c'est une place de Ronchi déserte qui s'offre à ses yeux ahuris. Pas l'ombre d'un des indispensables véhicules sous le ciel couturé d'étoiles. Avant même de briller, la sienne aurait-elle déjà pâli ? Il s'était assoupi en Bonaparte, il se réveille en Napoléon, attendant Grouchy avant le désastre de Waterloo. C'est donc une colère toute impériale qu'il pique pour hurler à la lune, tout en sabrant la nuit de sa canne noueuse et en trépignant sous les effets d'un sursaut d'énergie. Qu'il soit provoqué par la fièvre, le courage ou le désespoir, sa conséquence est identique, l'inconscience. « Je partirai quand même », arrive-t-il à articuler. « Sans le bataillon de grenadiers, ma garde rapprochée me suffira. Je la ferai monter avec moi sur mon automobile, et avec mes 7 officiers de Ronchi, je soulèverai la population de Fiume et marcherai vers le destin. » Le ton est celui d'un joueur exalté, indifférent à la carte qu'il abat, convaincu qu'il raflera la mise. « Voilà les camions !» lui crie Guido Keller, saupoudré de la lumière scintillante de leurs phares. Accompagné de quelques autres officiers, il est allé menacer l'hésitant directeur du dépôt et a fini par lui en arracher 26. 186 soldats s'y hissent immédiatement. On tend la bâche, abaisse les visières et cache les fusils sous les manteaux. Et la colonne s'ébranle dans l'aurore qui commence à poindre. L'oriflamme motorisée ouvre la route à la marche de Ronchi, à laquelle participera également un journaliste, Salvatore Sibilia, de l'Era Nueva de Trieste. Un écho médiatique assuré qui laisse planer le doute sur l'absolu secret qui devait entourer l'expédition. Pour l'instant, c'est celui des cris de ralliement qui résonnent désormais au grand jour. Il s'élève à chaque poste de contrôle, à chaque village ou à chaque croisement où stationnent les soldats de l'armée régulière qui baissent leurs fusils devant les insurgés. Fraterniser lorsque l'on est déjà frère d'armes relève du pléonasme. On acclame le poète,
On grimpe en payant son passage d'une accolade ou en versant au répertoire du cortège le chant de son unité. Les notes discordantes se perdent dans les expectorations noirâtres des camions et le grincement de leurs roues. La caravane brinque-balle, sous les regards curieux ou amusés des villageois, dont certains les encouragent d'applaudissements ou des vivas, après leur avoir demandé leur destination. « On va à Fiume d'Italie », s'entendent-ils répondre avec le même enthousiasme que l'on promettait quelques années plus tôt, les pieds ballants d'un wagon, d'arriver rapidement à Berlin ou à Vienne. Il flotte un air de vacances, celui déjà de la liberté et de la fête, celle, surtout, de l'autorité et de la discipline. Tous ces hommes étaient ivres, se souvient le lieutenant Fracetto, qui en faisait partie. Ivres de soleil, de poussière, de joie, de passion, de courage, de patriotisme. À quelques kilomètres de la frontière, les Arditi du colonel Repetto sont là pour les ramener à la raison. Ils tiennent fermement un barrage sur lequel doit se briser, à tout prix, cette vague de déserteurs comme l'indique l'ordre de leur général Ottavio Zoppi. Ils ne provoquent pas un reflux, mais essuient un refus. Le moment d'hésitation n'est que de courte durée. Le colonel Repetto descend de cheval et court embrasser Gabriele D'Annunzio. « Fiume ou la mort !» lance Serditi en prenant la tête de la colonne. Essoufflée sous le poids de la masse, mais vibrante de ses espoirs, elle approfondit le sillon tracé par la rutilante voiture du poète qui la précède toujours. Mais voilà qu'elle ralentit à son tour. La fenêtre se baisse sur le visage d'un officier envoyé par le général Pitaluga, commandant du corps interallié, le plus haut gradé de Fiume. Le général désire vous parler. Je ne connais pas de généraux, répond un D'Annunzio altier. Il est l'un de vos supérieurs. Je ne connais pas de supérieur. La rencontre a lieu à 1 kilomètre de la frontière. Sert-elle à sauver l'honneur ou simplement à préserver les apparences ? La rapidité avec laquelle cèdent des troupes réputées sûres permet de nourrir des doutes sur des complicités entre les rebelles et des membres de l'état-major. Face à la voiture encadrée, d'Arditi baïonnette au canon, Pitaluga fixe les officiers, se redressant dans un salut martial, tandis que Gabriele D'Annunzio demeure immobile. Vous ruinez l'Italie, le tense-t-il. C'est vous qui ruinez l'Italie. Et si vous vous opposez au destin, vous vous rendrez complice d'une politique infamante. Mais vous êtes peut-être le Dieu Tout-Puissant ? Personne n'a le droit de se superposer à l'autorité de l'État, et je dois absolument empêcher que ne s'accomplisse un acte qui aura des conséquences incalculables et compromettra irrémédiablement notre pays. Pitaluga n'a pas promis, comme le maréchal Ney à Louis XVIII, de ramener l'usurpateur dans une cage de fer, mais face à cette menace masquée, le poète s'inspire de Napoléon. « J'ai compris. Général, vous feriez aussi tirer sur mes soldats, qui sont les frères des vôtres ? Eh bien, avant, ouvrez le feu sur moi. » le provoque-t-il, présentant la décoration épinglée sur son cœur, qu'il frappe nerveusement à 2 reprises. « Oui, faites. Tirez ici !» Les mains se crispent sur les crosses, et les visages se tendent. Un seul mot claquant dans les silences ferait tomber un voile pourpre sur cette journée. Pitaluga, en reprenant la parole, hisse le drapeau blanc. « Ça ne sera pas moi, fils et petit-fils de Garibaldien, qui verserai le sang fraternel. Mais vous, en bon soldat, obéissez. » Dans ces situations paroxystiques, faiblir est un synonyme de faillir. D'Annunzio se sait vainqueur, et il ne vacille pas en répondant au général. « Non, j'irai à Fiume à n'importe quel prix. En avant !» Les appels au patriotisme et à parlementer sont étouffés par les cris de « Vive l'Italie »,« Vive Fiume », qui remettent en branle la colonne. Le « halt » que lui oppose le général Ferrero est tout aussi dérisoire que la barrière en bois qui délimite la frontière. Une voiture blindée lancée à pleine vitesse la fait voler en éclats. Pas un seul coup de feu n'a été tiré. À 11h45, en ce vendredi 12 septembre 1919, Gabriele D'Annunzio, juché sur son cabriolet rouge guidant ses 2500 hommes, pénètre dans une ville en délire, pavoisée de drapeaux tricolores. L'air n'est plus qu'un magma sonore où baigne le port en ébullition. Il est saturé de déflagration de joie de la foule, de la vocifération stridente des églises qui s'époumonnent et du brame des navires à quai. Les Arditi entonnent le refrain de leur hymne, Giovinezza. Jeunesse, jeunesse, printemps de beauté, dans la vie âpre, ton chant résonne et s'en va. Ils jurent qu'ils ne partiront plus maintenant que Fiume est libéré. Ils escortent leur héros dont la voiture met 1 heure pour arriver au cœur de la cité. C'est un véritable triomphe romain, où les jets de fleurs succèdent à ceux des lauriers, accompagnant les ovations.
une entrée digne de celle du Christ à Jérusalem, pour les habitants animés d'une profonde foi patriotique et heureux du miracle accompli. Celle de D'Annunzio et de ses hommes devient donc la sainte entrée. Les soldats britanniques, français et américains sont priés de demeurer dans leurs casernes en attendant les ordres. À 12h30, on donne celui de baisser leur drapeau sur le palais du gouverneur en leur rendant les honneurs militaires. La bannière italienne les substitue immédiatement, la seule qui puisse désormais flotter sur la ville. Exténué et toujours fiévreux, D'Annunzio se fait porter à l'hôtel Europa pour reprendre ses forces, tandis que son fidèle Guido Keller court s'entretenir avec Antonio Grossich, le président du Conseil national de Fiume. Le fringant officier convainc le vénérable notable que la meilleure solution est de confier au poète le commandement de la cité. Ce dernier n'avait pourtant envisagé dans un premier temps qu'un coup d'éclat pour donner Fiume à l'Italie. Il n'a pas pensé au coup d'après. Guido Keller le réveille dans l'après-midi pour lui annoncer la nouvelle. « Commandant, le Conseil national vous a nommé gouverneur de la ville. » Le visage interloqué du poète se tourne vers lui. « Moi ? Gouverneur ?» Sa fougue oratoire l'abandonne lorsqu'il entrevoit que prendre ses responsabilités va s'avérer bien plus difficile que prendre une ville qui s'offre. Il retrouve sa verve, malgré la fièvre et la fatigue qui l'accable, en se présentant au balcon du palais du gouverneur, sa nouvelle résidence. Une harangue qui deviendra le modèle de celle qui multipliera désormais. Dans ce discours improvisé, devant le peuple venu l'acclamer, il égrène tous les éléments de sa rhétorique. La pureté de Fiume et de ses défenseurs, opposée à l'abjection du monde extérieur et de ses pourfendeurs. La sainteté de sa cause à la disposition de laquelle il convient de mettre son cœur de croyant et ses mains de combattant. La mystique de la cité de vie, de la cité holocauste, s'impose immédiatement. « Confirmez-vous votre vote du 30 octobre ?» interroge-t-il la foule, sûr de sa réponse. Ce n'est qu'une succession de oui frénétiques doublés de viva. Après cet acte de volonté renouvelé, moi, soldat, moi, volontaire, moi, mutilé de guerre, je crois interpréter la volonté de tout le peuple saint d'Italie en proclamant l'annexion de Fiume. Le poète exténué se retire. La foule folle de bonheur s'abandonne toute la nuit à sa joie. Il lui sera difficile d'honorer l'engagement pris en prenant congé de ses nouveaux administrés, mais il tiendra sa promesse qu'il leur a faite en se présentant à eux. Me voilà avec une volonté de révolte et avec une volonté de création qui sauront élever en vous un sentiment de liberté inconnu. Il y a une petite citation. D'Annunzio est fort en rhétorique, mais sa personne, son aspect extérieur, comme présumé chef d'une révolte, donne une note presque comique à ses élucubrations théâtrales qui dans le même temps ne sont pas danger, vu l'influence de la parole sur ce peuple facilement enflammable. C'est de Sir Ronald Rhodes, qui est un ambassadeur britannique à Rome. Bon, merci Alfie pour la lecture du chapitre. Je t'en prie. Je trouve que c'était un très très beau chapitre, peut-être pour l'instant le plus beau. C'est pas mon préféré, mais le plus beau. Le début est vraiment hyper onirique et tout. C'est très romantique, très poétique. Effectivement, beaucoup d'envolées lyriques durant le chapitre. Aussi bien par l'auteur... comment c'est Olivier Tosseri. Ouais, c'est Olivier Tosseri. Que voilà, dans les phrases et dans les discussions que Gabriele D'Annunzio pouvait avoir avec d'autres. Ouais, ou même je trouve que la lettre des officiers à D'Annunzio, elle est belle, elle est enflammée et tout. C'est magnifique. Je crois que n'importe qui, n'importe quel vrai homme qui recevrait une lettre pareille, je pense que partirait à la guerre, c'est évident. Tu vois. D'ailleurs, en parlant de cette lettre là des officiers à D'Annunzio, ouais. Pour en vrai lui mettre un coup de pression pour le dire, bon, ça y est, t'as bien parlé. Laisse-nous bien parler maintenant. Maintenant, on vient. Mais pour moi, cette lettre, je trouve qu'ils ont super bien cerné le personnage de D'Annunzio. Ils ont vraiment tiré sur les bonnes cordes. Ouais. Quand t'étais en train de lire, là, quand tu lis, c'est pas pareil que quand t'écoutes. C'est sûr. Et quand j'écoutais ta lecture, je me disais... Ça donne des frissons. Putain, mais c'est vrai. En fait, les mecs, ils ont trop bien cerné le personnage. Et ils disaient que des trucs qui touchaient l'ego de D'Annunzio, tu vois. T'es un vrai Italien, t'es un vrai homme. Mec, tu parles de beauté, machin, etc. Mais attends, tu fais rien, là, mec. Genre, t'as une balle. T'as une grande bouche, mais ça bouge pas beaucoup. Qu'est-ce qui se passe et tout. Ouais. Non, franchement, c'était vachement intéressant comme lettre. Et je trouve, pour moi, limite que c'est le point d'orgue du chapitre.
Bon, t'as quand même la marche et la description de la marche. C'est sûr. Quoique, j'avoue que quand il descend de la voiture et qu'il dit vas-y, tire ici. Vas-y. Tire ici, mon Mene gars. frego, Voilà. vas-y, tire, tue-moi, je m'en fous. D'ailleurs, il y a plein de. Enfin, les seules vidéos un peu d'archives et tout qu'on retrouve sur internet, c'est ce moment-là, c'est quand il est dans sa voiture et tout. Ah oui, on le voit là, c'est fait. Je crois qu'il a un bandeau. Ouais. C'est celle-là, je crois. Ouais, je crois qu'il a un bandeau pour masquer son œil borgne. Je trouve ça très étonnant, un peu toutes les références à la fébrilité de D'Annunzio qu'il y a dans le chapitre. Ouais. On sent que cet homme est vraiment il est pas faible, mais il est il est très humain quoi. Finalement, on se rend compte surtout à ce moment-là que c'est un vieil homme. Ouais, il a 56 ans, Oui, c'est pas vieux. C'est pas un vieil homme, mais c'est un mec qui est passé quand même par pas mal de phases. Qui a déjà eu une vie derrière lui. Et à mon avis, une vie d'excès. Mais c'est ça. Et donc, ça l'a bien tapé au cul. Le dandy, le baiser, hein, si on me permet l'expression. Il aime autant faire l'amour que la guerre. C'est ça. Ça, c'est beau. Hein. Donc, à 56 ans, forcément, t'es fatigué, je pense. Et ça se prouve bien, la veille du départ pour Fiume, pour la marche de Ronchi, fébrile, fiévreux, etc. Ouais. Tu te dis, mais attends, tout repose sur lui. Ouais, et c'est le chef. Ils vont pas le faire là, qu'est-ce qui se passe? Moi je pense que c'est justement ça qui l'a rendu malade. Tu sais, des fois le corps exprime un peu les problèmes qu'il y a dans la tête, c'est les doutes. Ouais. Et c'était toi, ça t'est déjà arrivé. Moi, ça m'est arrivé de somatiser un stress ou quelque chose comme ça. Ouais, tu sais, avant une action. Bien sûr. Genre là, D'Annunzio, bon, c'est l'action un peu de sa vie. Il se rend compte, il commence à réfléchir au risque, machin, etc. Parce que pendant les discours, bon, il risquait pas non plus plus que ça. Non. Mais quand tu prends le risque de désobéir à l'armée de ton pays, quand tu prends le risque de faire déserter des gens, de te faire exécuter pour ça, de mettre des gens dans la merde aussi, tu sais pas comment l'armée va réagir, tu sais pas si on va te suivre, enfin il y a énormément d'inconnus et énormément de risques. C'est vrai, N'importe qui de sensé aurait dit franchement, le ratio bénéfice-risque, il est pas intéressant. On va peut-être réfléchir avant. Moi, j'y vais pas parce que fumer, on s'en fout et on pourra prendre trop de risques par rapport aux gains potentiels. Tu vois, si tu réfléchis vraiment logiquement, t'y vas pas. Non, clairement. Et je pense que peut-être que sa fièvre, en effet, il l'a somatisé. Ouais, il voulait pas y aller, mais finalement, l'esprit a été plus fort que le corps, finalement. Mais avant des actions militantes, c'est régulièrement que quand tu as déjà dirigé une action militante, que tu dois rappeler les militants le matin de l'action, parce que y en a qui se sentent pas bien. Ah écoute, je suis un peu malade. Ça lapine, finalement. Je peux pas venir, machin, etc. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que moi, des actions ou pas des actions, finalement des choses plus normales, une marche ou quoi que ce soit. Bon, on a toujours. T'as toujours des gars qui. Mais moi, je parle des actions parce que vraiment, ce stress-là. Ouais. On a déjà eu mal au ventre avant une action, bien sûr. pas bien. Je me rappelle d'une manifestation dans une certaine ville de l'Ouest, bon, je ne vais pas trop en dire, mais... Bord de mer. En bord de mer, pas trop loin de Nantes, où en effet, dans la voiture, le matin, pour se rendre à cette manif, j'étais livide, j'avais mal au bide et tout. Heureusement qu'on a mis des musiques et qu'on s'est ambiancé dans la voiture, comme là quand ils chantent Giovinezza. En fait, voilà, c'est normal de se vider la tête, etc. Moi, ça m'est arrivé pour mon premier C9M. Ouais. On peut en parler. Ouais, bien sûr. Mon premier C9M, j'allais être au service d'ordre, direct. Bah putain, tu te demandes si tu vas être à la hauteur, etc. quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc tu stresses un peu, t'as mal au bide. Ouais, t'es pas bien, tu te dis merde, tout le monde va être ultra stock autour de moi, etc. Est-ce que je vais être aussi stock qu'eux ? Bah c'est normal en fait, c'est normal de somatiser, d'être fébrile. La fébrilité, c'est un très bon terme. Je pense que la fébrilité, c'est vraiment ce qui somatise vraiment Gabriele D'Annunzio. Tu sais, ce côté où il stresse, il est fiévreux et tout. Tu parles pas beaucoup, tu gamberges, etc. Ouais. C'est assez horrible comme sensation, la fébrilité. Ouais, je suis d'accord. Surtout dans un moment aussi crucial que la marche de Ronchi. Ouais. Et d'ailleurs, à ce moment-là, il y a une espèce de... Il envoie un télégramme à Mussolini, ouais, c'est vrai. En lui disant, bon, bah écoute, j'y vais. Et à ce moment-là, la semaine dernière, on vous parlait de la série M, le fils du siècle. Oui. On espère que vous l'avez regardée d'ailleurs. Et dans cette série-là, ils essayent de monter en épingle. Alors, je suis pas un pro d'histoire, etc. Donc, je sais pas vraiment à quel point c'est la série qui a voulu montrer ça ou si c'était la réalité. La petite guerre d'ego. Ils veulent ils les monter l'un contre l'autre. Ouais, tu vois. Bah en fait, je sais pas si cette guerre d'ego elle est vraie ou pas, parce que les deux ont un ego surdimensionné. Oui.
tu prends pas le contrôle d'un pays ou d'une armée, ou tu fais pas tout ce que tu fais si t'as pas un peu d'ego. Ouais, bien sûr. Et le fait que ces gars-là aient un ego un peu surdimensionné, je pense que ça a pu participer à leur petite guéguerre. Ça a certainement frité à ce moment-là. Voilà. Mais je pense que... D'autant plus qu'ils se tapaient la même gonzesse. La maîtresse de Mussolini, oui, mais en même temps... c'était l'ancienne maîtresse d'Annunzio. Ah, vas-y, comment il a recyclé ça, lui. Ah, c'est pas bon. En même temps, elle était belle. Oui. Elle était belle et intelligente. Et intelligente. Elle Donc, avait tout pour elle. Derrière pas mal de bonnes décisions de Mussolini, en fait, il y avait cette femme-là. Oui. J'ai oublié son prénom, mais on en reparlera sûrement. Et d'ailleurs, dans la lettre dans la lettre des officiers à Mussolini, à D'Annunzio, ils lui disent « Vous êtes le seul Duce ». Ouais, Wow. ça, mais alors là... Ça fait trop mal. Là, ça fait du mal à Mussolini, Ouais. qui est quand même le first Duce d'Italie, quoi, tu vois. Mais tu te dis, c'est vrai que, en fait, dans M, le fils du siècle, on sait qu'à un moment, les Arditi ont demandé à D'Annunzio d'être le vrai Duce. Ouais, d'être Mussolini. D'être Mussolini, voilà, d'être à la place de Mussolini. Et D'Annunzio, bon, qui déjà après, quand ils lui ont demandé, c'était déjà après Fiume. Voilà, on sait qu'il a laissé toute son âme et tout son esprit à Fiume, etc. Leur a juste répondu une phrase un peu alambiquée, et, voilà, qui voulait dire... En gros, il a dit non. Non, les gars, c'est bon, c'est trop tard, là, je suis fatigué, laissez-moi tranquille. Et ce que je peux complètement comprendre. Ouais. Et cette attitude de se laisser un peu désirer et tout, je trouve que ça va super bien aussi avec le personnage, le divo, de dire... c'est vrai, pendant 3 jours. Allez, venez. Je vais pas venir comme ça, il faut me réclamer, tu vois. Il sait, lui, au fond de lui, qu'il va y aller, mais il aime bien un peu laisser monter la sauce, tu vois. C'est des télégrammes, hein, c'est ouais, ça, c'est ça. Les télégrammes, c'est pas assez. Faut qu'il y ait un petit peu carré, puis lui fasse « Oh, Duce, viens quand même, non ?» On est beaucoup à t'attendre, maintenant Ouais, faut venir. Il y a 183 types là, bon. Tu sais, c'est comme les concerts où les chanteurs et tout laissent 30-40 minutes d'attente avant le concert. Même pas de première les partie, gens sont rien fatigués, du tout. Les gens ils en ont marre et tout. ouais. C'est clair, c'est clair. Voilà. C'est vraiment ça. Et aussi, peut-être pour conclure un peu par rapport à ce chapitre, je trouvais ça trop amusant, toutes les comparaisons qui ont été faites avec Jeanne d'Arc, c'est vrai. avec Garibaldi, même Jésus, avec Jésus, le boss, avec qui d'autre, avec Napoléon. Avec Napoléon, c'est vrai. Ouais. Et en fait, tous ces personnages-là, c'est vrai que pourquoi ils nous ont fascinés. Et à quel moment ils auraient pas fasciné D'Annunzio? Ouais, bien sûr. En fait, c'est ça le truc. Mais surtout, tous ces personnages-là, ce qui nous a fascinés, c'est ça. Ils sont partis à 100, ils sont arrivés à 1000, et ils ont réussi à faire ce que tout le monde... s'était dit, c'est impossible. Ouais, voilà, ce que tout le monde décrivait comme impossible. Et je sais pas, ce parallèle, j'y avais même pas pensé. Non, c'est vrai. Avec moi, il y a que quand j'ai lu Napoléon. Le chapitre que, effectivement... il n'est pas unique en son genre, en fait, Gabriele D'Annunzio. Évidemment que si, sa personnalité, son physique, sa posture, son côté divo, etc. Il y a un mec comme ça tous les 100 ans, mais on va dire. On peut le dire, voilà, c'est ça, tous les 100 ans. Il y a un mec comme ça tous les 100 ans. Donc là, on attend celui de notre siècle. Si tu nous écoutes... Allez, viens, mec, dépêche-toi, là. On t'attend. Mais ouais, c'est marrant, cette place du chef qui arrive et qui... En fait, il surfe un peu sur l'esprit du temps. Tu vois, les Arditi, ils sont là. Il n'a pas créé les Arditi, Gabriele. Mais les Arditi sont là. Dans l'air du temps, il y a quelque chose qui se passe. Et en fait, il faut qu'il y ait un mec un peu fou, avec une vision qui arrive et qui lance le truc, tu vois. Un mec un peu autiste, qui connaît les conséquences, qui m'énerve, tu vois, clairement. Ouais. Et qui se dit, allez, on va y aller, on va tester plein de trucs différents, etc. Bon, je vais pas faire le parallèle, mais on connaît un mec qui est un peu comme ça dans le milieu. mais sans lui, on n'aurait pas fait la moitié des actions qu'on a fait. Non, c'est clair. Parce qu'en fait, les gars étaient là, l'envie était là, les actions, bon, on peut se dire, bon, allez, on va partir sur telle action ou telle action. Ouais. Mais s'il n'y avait pas eu ce fou-là, on les aurait pas fait. Jamais. Je pense qu'il se reconnaîtra s'il écoute ce podcast. Et c'était un peu le fou de Rennes qui a lancé toutes les belles actions qu'on a fait à Rennes. Et à Rennes, le pendant soir. Pendant 1 an ou 2, c'était marrant de suivre ce gars-là qui, en effet, il y avait un petit air de D'Annunzio. C'est vrai qu'il y avait un petit air de D'Annunzio dans son inconscience. Il était pas très extravagant. Non. Mais il avait juste une folie de l'action qui était assez extraordinaire. Ouais, c'est ça, acta non verba, quoi. C'était vraiment ça. Voilà, c'était tout pour le chapitre 3.
La marche de Bronchi. Merci de nous avoir écoutés. De Ronchy. La marche de Bronchi, pardon. Merci de nous avoir écoutés. C'était un très beau chapitre. J'espère que vous l'apprécierez autant que nous. Ouais, merci Alfie pour la lecture. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait sur Spotify. On a également une chaîne Instagram, une chaîne YouTube, une chaîne TikTok. Et bientôt, on va lancer un canal Telegram qui va d'ailleurs regrouper pas mal de choses. On vous en dira plus quand ça sera fait. Mais voilà, et c'est pareil, n'hésitez pas à noter le podcast, ceux qui sont abonnés déjà, ou alors ceux qui viennent et qui le découvrent. Notez-le, comme ça, en fait, ça va le mettre en avant. Et moi, je ne destine pas ce podcast à rester entre nous. J'aimerais bien que d'autres personnes, autres que du milieu, soient touchées par cette belle histoire et les belles histoires qui vont suivre. Ouais. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.